Il est 8h30 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Les titres de ce mercredi avec vous, Damien. Et tout d'abord, le premier grand exercice politique pour Liz Truss. Après son premier conseil des ministres ce matin, la nouvelle chef du gouvernement britannique va ensuite faire face à l'opposition au Parlement. Peu après sa nomination hier, Liz Truss a présenté son équipe issue de la diversité. La chef du gouvernement promet de faire croître l'économie, de s'attaquer à la crise énergétique et aux problèmes du système de santé. L'Agence internationale de l'énergie atomique réclame la création d'une zone de sécurité autour de la centrale ukrainienne de Zaporijjia. Dans le rapport publié après leur visite, les inspecteurs de l'AIEA dénoncent une situation intenable pour cette centrale nucléaire située entre deux feux, en pleine guerre. Et puis le Brésil célèbre le bicentenaire de son indépendance à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Malmené dans les sondages, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, veut faire de ce jour une démonstration de force avec de nombreux rassemblements dans les heures qui viennent. Pendant ce temps, une partie de son pays brûle. 3000 foyers d'incendie sont déclarés chaque jour. 3000 nouveaux foyers en forêt amazonienne, là où la politique du président brésilien est particulièrement critiquée. Voilà pour les titres à suivre dans la demi-heure qui vient. Le décryptage, il nous emmènera entre la Chine et le Kazakhstan. Et puis un grand format exceptionnel tourné en Ukraine. On en parlait à l'instant. Nos envoyés spéciaux ont eu accès à un hôpital près de Kiev où l'on traite les combattants victimes de stress post-traumatique. Un document rare à retrouver dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal avec vous, Damien. C'est parti. Depuis quelques heures, donc, Liz Truss est officiellement la nouvelle première ministre de Grande-Bretagne. Dès la confirmation de sa nomination par la reine hier, la chef du gouvernement a fixé 3 grands axes pour son mandat. La défense de l'économie britannique, la lutte contre la crise énergétique et la défense aussi du système de santé publique. Dans quelques heures, juste après son premier conseil des ministres, elle défendra ensuite ces grands axes au Parlement où l'attend l'opposition, notamment sur la question délicate de l'inflation. Antoine Mariotti, Florent Rodeau. Après les célébrations, place désormais au travail pour Liz Truss. Car elle le sait, son arrivée au pouvoir rime avec une inflation record depuis 40 ans au Royaume-Uni, plus de 10% au mois de juillet. Brexit, pandémie de Covid-19 et désormais guerre en Ukraine, depuis plusieurs mois les prix des aliments s'envolent, ceux de l'énergie aussi. En avril, les factures de gaz et d'électricité des Britanniques ont augmenté de 54%, une hausse qui devrait atteindre 80% en octobre. Les plus pauvres se demandent comment ils vont faire pour passer l'hiver. La nouvelle première ministre, elle, dit avoir une stratégie. Je vais présenter un plan audacieux visant à réduire les impôts et faire croître notre économie. En ce qui concerne la crise énergétique, je vais aussi m'occuper des factures des gens. Selon plusieurs médias britanniques, son gouvernement entend geler les factures d'énergie des ménages, et ce pendant 18 mois. Coût de la mesure, 130 milliards de livres. Reste à en définir le financement, car dans le même temps, Liz Truss l'assure, elle veut baisser les impôts. Autre défi et pas des moindres, calmer la profonde grogne sociale qui agite le pays. Cet été, cheminots, postiers et dockers ont massivement fait grève, paralysant le pays, du jamais vu depuis 1989. Sur le plan politique, Liz Truss bénéficie d'une confortable majorité à la Chambre des communes, ce qui devrait lui permettre de dérouler son programme sans accroc, elle l'ancienne anti-Brexit, passée dans l'autre camp. Elle sera donc logiquement beaucoup moins en odeur de sainteté en Europe, où ses positions anti-UE font déjà grincer quelques dents. Les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont donc rendu leur rapport sur la centrale nucléaire de Zaporijjia. Et tout cela à l'issue de leur inspection la semaine dernière sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ils constatent notamment les principaux dégâts sur place, réclament la création d'une zone sécurisée et constatent aussi la présence d'équipements militaires russes. Le point sur les enseignements de ce rapport avec notre correspondant en Ukraine, Gulliver Krag.
Il confirme ce que des officiels ukrainiens disaient depuis des semaines et même dans des détails assez précis, les bâtiments précisément où sont situés les véhicules militaires russes, juste à côté des réacteurs, deux de ces bâtiments. Donc c'est exactement ce que disaient les représentants d'Energoatom, l'agence qui contrôle les stations de génération d'électricité nucléaire en Ukraine depuis le mois de juillet. En fait, et aussi le fait qu'il y a une pression psychologique et des conditions de travail très difficiles pour les techniciens ukrainiens qui travaillent sur le site. Ça aussi, c'est quelque chose que les Ukrainiens déploraient depuis des mois en réalité, et c'est bien confirmé dans le rapport de l'AIEA qui ne va pas jusqu'à apporter la culpabilité sur qui est responsable des frappes sur le site. Il se garde de dire que c'est la Russie ou l'Ukraine qui tirent, mais ils disent bien qu'il y a des frappes et que cette activité militaire représente un danger très important pour ce site. Au Brésil, ce mercredi est jour de fête nationale. Le pays célèbre le bicentenaire de son indépendance. C'était le 7 septembre 1822. Des célébrations en pleine campagne électorale. Le premier tour de la présidentielle, c'est le 2 octobre. Le socialiste Lula est en tête dans les sondages. Pour relancer sa campagne, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro compte bien profiter de ce bicentenaire avec plusieurs cortèges de ses partisans à travers le pays. Un grand défilé militaire également à Brasilia. Depuis qu'il est au pouvoir en 2018, Jair Bolsonaro est régulièrement critiqué, notamment pour sa politique en matière d'environnement. Oui, climato-sceptique, le président brésilien est notamment accusé de ne pas lutter efficacement contre la déforestation en Amazonie. Depuis plusieurs semaines, la plus grande forêt tropicale au monde subit des incendies d'une rare violence. Les pompiers comptent plus de 12 000 foyers actifs, 3 000 nouveaux foyers par jour. Roxane Runel. L'Amazonie plongée dans une épaisse fumée, avec des départs de feu à chaque minute. Nous sommes dans l'état de Rondônia, à l'ouest du Brésil, l'un des plus touchés par les incendies de cet été record, plus 18% de foyers par rapport à la même période l'année dernière. Les associations de protection de l'environnement tirent la sonnette d'alarme. Les chiffres de cette année sont très inquiétants. On recense une déforestation et des incendies records pour ces 15 dernières années sur la période de janvier à août. La zone la plus touchée, Amacro, qui concentre 40% des feux, est justement l'une des plus visées par la déforestation. Située à la jonction de 3 États, elle s'étale sur une surface comparable à celle de l'Espagne. C'est là que le gouvernement de Jair Bolsonaro a lancé l'année dernière un vaste projet de développement de la production agricole, une politique meurtrière pour les représentants des tribus indigènes qui manifestaient ce week-end. L'équivalent de 2 terrains de football est rasé toutes les 2 minutes en Amazonie. On est ici pour dire assez avec cette violence, assez de ce génocide contre notre peuple et notre territoire. La déforestation moyenne annuelle en Amazonie brésilienne a bondi de 75% depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir en janvier 2019. Au 5e sommet des peuples indigènes, dirigeants et experts de 9 pays ont prévenu, 26% des ressources de la région sont définitivement détruites. En bref, ce nouveau bilan après le tremblement de terre qui a touché le sud-ouest de la Chine avant-hier. Le séisme de magnitude 6,6 dans le Sichuan a fait au moins 74 morts selon les autorités. Il y a encore de nombreux disparus. Plus de 21 000 personnes viennent d'être évacuées de localités menacées par des glissements de terrain ou l'effondrement de bâtiments. La Chine, on y reste, on en reparle tout de suite dans le décryptage. Avec vous Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Pauline. C'est sa première visite officielle à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19 il y a près de 3 ans. Ça paraît sidérant. Le président chinois Xi Jinping a annoncé ces dernières heures, en marge des tremblements de terre dont on vient de parler, qu'il serait au Kazakhstan le 14 septembre prochain, dans une semaine. Donc pourquoi ce choix? Pourquoi le Kazakhstan? Alors c'est vrai que le choix a surpris parce qu'on attendait Xi Jinping dans un état, j'allais dire, plus rémunérateur, par exemple l'Arabie Saoudite. Et le Kazakhstan montre en fait que le président chinois veut quelque part rendre hommage aux pays d'Asie centrale. Alors évidemment, derrière, il y a des contrats importants qui vont être signés. Le Kazakhstan est un pays qui est producteur d'énergie.
le pétrole, on s'en souvient. Il est producteur aussi de minerais, il est producteur aussi d'uranium. C'est le premier producteur au monde d'uranium. C'est le combustible qui sert à enrichir les centrales nucléaires et il en extrait la moitié. Donc vous voyez, forcément, c'est un pays qui peut être convoité. Mais derrière cette stratégie, on voit que Xi Jinping veut rendre hommage à tous ces pays qui font sa route de la soie, qu'il a mis en place. C'était en 2012, ça va bientôt faire 10 ans. Donc il faut aussi qu'il récolte un peu justement ce qu'il a semé pour avoir un commerce plus aisé dans ces zones-là. Et que derrière, on voit qu'il est en train de mettre en place tout un arc, j'allais dire, qui est un arc qui s'appuie aussi avec les Russes pour justement contrer un peu les Américains et les Occidentaux. Alors justement, le lendemain du Kazakhstan, il sera en Ouzbékistan, Xi Jinping, pour retrouver là Vladimir Poutine pour la conférence de coopération Shanghai. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un front uni entre Pékin et Moscou ? Peut-être qu'un jour, ils seront de nouveau en concurrence parce que, mine de rien, dès qu'on parle d'achat de pétrole, dès qu'on parle de devises, forcément, deux grands pays peuvent rentrer en concurrence. Mais pour l'instant, ce n'est pas la note qui est donnée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des choses à gagner ensemble dans la politique voulue par Vladimir Poutine de dédollarisation. Vous savez, cette politique qui fait dire que lorsque vous allez avoir des sanctions américaines, eh bien, vous allez être coincé parce que vous utilisez le dollar. La Russie a assez habilement vu comment est-ce qu'elle arrivait à contourner cela, entre autres en achetant de l'or. Mais là, on n'a que des annonces en ce moment de gens qui vous disent « Tiens, on achète maintenant en yuan ou on achète en rouble ». Donc, on a effectivement cette volonté d'avoir le yuan, la monnaie chinoise, en quelque sorte en devise phare dans ces échanges. Et tous ces pays dont on est en train de parler, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, tous ces pays d'Asie centrale, qui, comme ça fait anecdotique, mais sont en train de mener une sorte de hub, en quelque sorte, d'échange, en disant, eh bien, puisqu'il va y avoir un axe qui va être russo-chinois, pourquoi est-ce que, quand vous voudrez ensuite aller vendre ailleurs, vous passez pas par nous, on fera du coup les échanges, et puis en même temps, eh ben, on travaillera dans une monnaie qui sera une autre monnaie, peut-être le yuan, peut-être le rouble. Et puis quelques mots enfin de ces manœuvres militaires que mènent en ce moment Russes et Chinois dans l'est de la Russie. C'est, j'allais dire, la suite en fait de tout ce qui est en train de se mettre en place. Si l'on veut agir, il faut agir politiquement, il faut agir économiquement surtout, mais forcément derrière la première axe, ça reste quand même militairement. Alors ces manœuvres, elles sont anciennes, on ne s'en soucie pas parce que c'est exactement comme quand l'OTAN fait des manœuvres et qu'il va y avoir effectivement différents pays. Là, il y a la Russie et il y a la Chine. La Chine a envoyé 2000 soldats, presque 300 chars. Moscou a des hommes qui sont plutôt occupés ailleurs sur le front Est, mais il en a quand même envoyé 50 sur le front Ouest, 50 pour montrer qu'il était quand même présent. Ce qui nous intéresse là, par rapport à ce qui est en train de se passer sur ce fameux hub dont on parlait, c'est la présence d'autres pays comme l'Inde, qui est en population, j'allais dire, qui pèse aussi lourd que la Chine. Et c'est des pays comme l'Algérie, par exemple, qui sont présents. L'Algérie qui a l'habitude de commercer avec la Russie parce qu'anciennement, par exemple, sur les armes, elle achetait à l'Union soviétique, qui choisit effectivement d'avoir de nombreux partenaires, mais qui là aussi trouve un axe. Et on voit clairement que cette guerre en Ukraine génère aussi maintenant des choses qui sont en train de se repositionner ailleurs. Merci beaucoup Armelle, c'était votre décryptage. Il est 8h43 à Paris, on l'a aperçu à l'instant, c'est le rappel des titres avec vous, Damien Coquet. Et tout d'abord ce premier grand exercice politique pour Liz Truss. Après son premier conseil des ministres ce matin, la nouvelle chef du gouvernement britannique va ensuite faire face à l'opposition au Parlement. Hier, peu après sa nomination, Liz Truss a présenté son équipe, majoritairement issue de la diversité. La chef du gouvernement a promis de faire croître l'économie britannique, de s'attaquer à la crise énergétique et aux problèmes du système de santé de son pays. Et puis l'Agence internationale de l'énergie atomique réclame la création d'une zone de sécurité autour de la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine. Dans le rapport publié après leur visite, les inspecteurs de la IEA dénoncent une situation intenable pour la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située entre deux feux en pleine guerre. Selon eux, il faut éviter de nouveaux dégâts sur ces installations déjà endommagées. L'Ukraine, qui est le théâtre du grand format exceptionnel à présent de Paris Direct, il a été tourné par nos envoyés spéciaux dans un hôpital du nord de Kiev, où l'on traite des combattants victimes de stress post-traumatique. Un document rare signé Virginie Hertz, James André, Wassim Dali et Oleksiy Gordeev.